Bonjour à tous, je suis Guénolé de Cadoudal. J'ai commencé ma carrière après une école d'ingénieur plutôt dans le domaine de l'informatique, dans le développement informatique en tant que consultant. Très vite, je me suis passionné en fait pour le monde de la finance. Et j'ai donc fait de nombreuses années dans les divers domaines du monde de la finance, en faisant des passages à Londres et à Stockholm. En particulier, j'ai travaillé sur les environnements back-office, les environnements front-office, la gestion des opérations et la gestion administrative de la succursale de Suède. Et puis maintenant, donc dans le monde de l'innovation, en particulier dans le monde des digital assets pour le Crédit Agricole CIB. Le Crédit Agricole est une banque coopérative et mutualiste portée par les 39 caisses régionales, qui sont des banques en France. Elle est implantée dans 46 pays. Elle est forte de 145 millions d'employés pour 53 millions de clients. Elle couvre l'ensemble des activités d'une banque universelle, bien entendu de la partie compte des clients, investissement, financement des clients, mais aussi l'assurance, l'épargne, et puis le financement et la gestion des produits bancaires pour les grandes entreprises. Donc dans le groupe Crédit Agricole, il y a bien entendu les entités qui vont s'occuper plus particulièrement de ce qu'on appelle les grands clients, donc les entreprises qui sont par exemple au CAC 40 ou qui ont un volume d'activité important. Et ces clients-là sont servis par des entités que sont le Crédit Agricole CIB, donc la banque de financement et d'investissement, qui offre des services évidemment de financement de ces entreprises-là au travers des émissions obligataires, au travers de financement de prêts syndiqués ou non syndiqués d'ailleurs, et puis des produits d'investissement pour, de la même manière que les particuliers, quand ils ont de l'épargne à déposer, certaines entreprises ont de l'épargne à investir. Et puis nous avons donc KCIS, dont l'activité consiste à conserver pour le compte de nos clients leurs produits financiers, leurs assets financiers, de manière à ce qu'ils soient sûrs de ne pas les perdre et qu'ils soient sûrs de savoir les valoriser et d'avoir tous les services autour de ça. Donc c'est une sorte de gestion de compte titre pour entreprise, si vous voulez. Et puis Indosuez, qui est plutôt la banque des grandes fortunes, et en général du coup associée aux patrons d'entreprise. Il faut bien les servir aussi. Et Amundi, qui est plutôt le gestionnaire de fonds qui permet de construire des produits d'investissement à destination des fonds d'investissement par exemple, pour, en s'appuyant en fait sur des paniers de produits d'investissement, ce qu'on appelle des fonds. Voilà. Alors comme je le disais au début, je suis un peu tombé dans la banque par hasard au début de ma carrière dans le cadre de ma jeune activité de développement informatique, et c'est un domaine qui m'a passionné. Alors c'est un domaine qui est peu et mal compris, je pense, par notre génération et par nos concitoyens. Le rôle des banques est quand même un rôle extrêmement important. Il est celui de permettre à ceux qui ont besoin d'argent d'en obtenir, en utilisant l'argent de ceux qui ont fait des économies et qui ont besoin de le faire fructifier. Donc c'est un rôle absolument indispensable pour l'économie, et c'est un métier millénaire. Et dans le monde de la banque, l'informatique s'est imposée assez rapidement comme étant un outil d'accélération de la gestion de ces masses financières. Et donc l'innovation technologique rejoint l'innovation financière de façon très rapide et très fréquente. On a beaucoup parlé des fintech, qui sont l'association de technologie avec le monde des éléments de la finance. Mais la banque, en fait, n'est jamais qu'un assemblage de
produits et de services de type fintech. Alors certes, avec, quand on parle d'une grosse banque, un peu plus de difficulté à passer de l'idée au produit. Mais sinon, c'est bien ça l'idée, hein, c'est la tech et la gestion de l'argent mis dans une entreprise. Alors oui, le monde bancaire est entré dans, on va dire, dans le monde de la blockchain, dans le monde des distributed ledgers, un peu plus tard que d'autres acteurs, que d'autres parties de l'économie. Euh, et une des raisons principales, c'est la difficulté pour les régulateurs à donner un cadre à cette nouvelle technologie. Euh, il y a une confusion fréquente en fait entre blockchain et crypto. Donc je pense qu'il faut clarifier ce débat assez rapidement dans les discussions. La blockchain est une technologie de l'information et du réseau ou de la télécommunication même qui permet de travailler à plusieurs acteurs sur des mêmes jeux de données sans nécessairement avoir besoin de se faire confiance. Donc ça, c'est la technologie blockchain. Et sur cette technologie blockchain, naviguent et vivent des produits ou des actifs financiers qu'on appelle des cryptos ou crypto-monnaies ou crypto-tokens, etc. Le deuxième, enfin, les cryptos ont besoin de la blockchain, mais la blockchain peut être utilisée comme une innovation technologique, comme une technologie, sans nécessairement faire appel à la crypto. Voilà. Et donc, une fois que ces deux éléments sont clarifiés et une fois que le régulateur nous a donné un cadre en particulier avec la loi Pacte en France et aujourd'hui avec MiCA et le régime pilote pour le cadre européen, en tant que banque, on est beaucoup plus à l'aise pour comprendre ce que l'on peut faire et ce sur quoi il faut faire attention et il faut être prudent. Donc depuis quand est-ce que CACIB travaille dans ce domaine-là ? Alors de façon de veille, si vous voulez, de recherche, d'expérimentation, depuis au moins fin 2016, avec des gens de bonne volonté au début, avec des gens de plus en plus professionnalisés sur ce domaine-là. Ensuite, on a fait beaucoup d'expérimentations, tant sur le périmètre du trade finance que sur les périmètres des financements, que sur le périmètre des émissions obligataires plus récemment. Sur la titrisation aussi, voilà, on a fait beaucoup de choses. Et donc, depuis cette période-là, la banque est montée en compétences, aussi bien chez ses acteurs technologistes ou technophiles, que sur les métiers qui se sont préoccupés de savoir comment cette technologie disruptive pouvait remettre en cause certains de leurs business models. Voilà. Et on est aujourd'hui en 2023, et donc ça fait quasiment 7 ans qu'on monte en compétences et que l'on voit l'écosystème se clarifier. Et on est maintenant, on va dire, en train de terminer une première page avant, je pense, une phase d'industrialisation et d'accélération. Alors, d'abord, j'ai toujours été passionné des choses que personne d'autre ne comprenait. Ce qui m'a valu, quand j'ai croisé les premières explications qui tournaient sur le net du Bitcoin et du white paper de Satoshi Nakamoto, je me suis dit oh là là, ça a l'air compliqué, je vais y aller. Et en réalité, la blockchain du Bitcoin est une invention qui assemble des composants technologiques qui existaient, mais que personne n'avait vraiment pensé à assembler de cette manière-là. Enfin, en tout cas, Satoshi Nakamoto a été le premier à réussir à publier un white paper qui faisait du sens et à monter un système informatique qui fonctionnait. Et donc c'est à peu près aux alentours de 2016 que je suis tombé dedans et je me suis intéressé du coup à ce protocole. Je me suis plus tourné ensuite vers Ethereum comme étant une technologie dans laquelle on pouvait vraiment faire des développements grâce au mécanisme des smart contracts, on y reviendra. Voilà, et puis depuis, j'ai toujours cherché à pousser des innovations dans ce domaine-là au sein de la banque, ou alors
dans le domaine privé de mes recherches, on va dire, quasi académiques, sur les transactions privées en blockchain, sur la capacité de synchroniser des transactions entre deux blockchains, sur voilà, bon, beaucoup de choses dans ce domaine depuis 7 ans. Bon, un asset, déjà, si on essaye de prendre les mots un par un asset, c'est ce que l'on entend par quelque chose que l'on possède, quelque chose qui a une valeur. Digital, ça veut simplement dire numérique, mais aujourd'hui, les assets financiers en particulier sont déjà très numériques. Donc, pour particulariser un petit peu la notion de digital asset quand on la confronte aux environnements de type blockchain ou distributed ledger, on va faire référence en fait à des représentations numériques de produits financiers dont la notion de propriété peut être transférée avec la garantie de non-duplication de cette représentation numérique. Et c'est là qu'entrent en jeu les compétences de la blockchain. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'une représentation numérique d'un film, vous savez tous qu'on peut l'avoir sur un ordinateur, on peut en faire une copie et les deux détenteurs de copie ont chacun la possibilité de visionner le film. En revanche, si on prend un produit financier comme je sais pas, un titre d'une entreprise par exemple, on ne veut pas pouvoir la copier et faire en sorte qu'on ajoute une unité ou un certain nombre d'unités d'une action d'une entreprise. D'accord ? On ne peut pas avoir une autre personne qui détient la même action. Et donc il faut avoir la garantie de ne pas pouvoir dupliquer la propriété. On peut dupliquer l'information, mais pas la propriété. Et donc c'est ce qu'apporte la mécanique de la blockchain en particulier. Et la notion donc de digital asset, dans ce contexte-là, signifie en fait la capacité de représenter de façon numérique des produits financiers avec la garantie que le titre de propriété ne peut pas être dupliqué. Donc ça c'est le digital asset, et le digital asset group que je représente au sein du Crédit Agricole, c'est simplement un ensemble, enfin l'ensemble des forces vives des entités du groupe Crédit Agricole qui couvrent les grands clients du groupe Crédit Agricole, donc plutôt les entreprises de CAC 40 ou les entreprises qui ont voilà, un certain volume d'affaires, au travers donc des marques du Crédit Agricole que sont CACIB, CACEIS, Indosuez et Amundi. Voilà. Donc c'est un assemblage des forces vives qui représentent le Digital Asset Group. Et l'objectif évidemment c'est de développer les offres de services autour des infrastructures de type blockchain. Alors, SoBond est le raccourci de Sustainable and Open Bond, et c'est en fait un modèle de smart contract qui s'appuie sur la proposition de Société Générale Forge qui s'appelle CAST, qui est open source, et donc SoBond est aussi un produit open source. L'objectif de ce modèle de smart contract est de proposer une approche collaborative entre les acteurs qui participent à une émission obligataire et au cycle de vie d'une émission obligataire. Et cette approche collaborative, elle est vraiment nouvelle par rapport à ce qui existe dans l'écosystème, on va dire, des émissions obligataires tokenisées, dans la mesure où il n'y a pas de point central dans l'exécution des opérations. Donc, pour développer un peu cette particularité, il faut comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'un acteur a besoin de faire une opération d'achat ou de vente sur un titre, il doit s'adresser à un acteur en particulier qui va exécuter le transfert entre celui qui vend et celui qui achète. Et même dans les solutions les plus
blockchain native, si vous voulez, de ces émissions obligataires, il y a toujours un acteur qui gère ces transferts dans le registre qui est déposé dans la blockchain. Eh bien, avec Sobond, on a réussi à passer à une étape de décentralisation supplémentaire dans lequel finalement on a un registre qui détient les preuves de propriété des différentes portions de l'obligation et d'autres smart contracts qui vont jouer le rôle de l'exécution du protocole d'échange et qui vont in fine déclencher le transfert dans le registre. Et ça devient possible et autorisé, parce qu'évidemment c'est sécurisé, parce que ces smart contracts, qu'on appelle des satellites qui viennent autour du registre, ils sont en satellite autour du registre, sont autorisés par celui qui gère le registre. Mais celui qui gère le registre n'a pas besoin d'opérer le transfert manuellement. Donc c'est vraiment une évolution dans le modèle des solutions de gestion obligataire en blockchain. Donc c'est un des éléments principaux de Sobond. Il y en a d'autres. Vous pouvez retrouver toute la documentation de Sobond sur GitHub. On mettra certainement le lien en vidéo, dans les commentaires de la vidéo. Vraiment, c'est un modèle, un protocole, si vous voulez, qui n'est pas une plateforme, qui est plutôt une invitation à implémenter sous un format comme celui-ci les futures émissions obligataires, de manière à ce que on puisse, les différents acteurs financiers qui travaillent sur le monde obligataire, puissent collaborer, continuer à être en compétition, tout en se comprenant par l'utilisation d'un même standard au sein des blockchains. On parle en fait d'une émission obligataire tokenisée lorsque l'on utilise les textes de loi au fait, qui nous permettent aujourd'hui de déposer la représentation des détentions des propriétaires de l'obligation, non plus chez un acteur unique centralisé, mais dans un registre distribué de type blockchain. Donc c'est tokenisé parce qu'on utilise des mécaniques informatiques qui sont héritées de la création des fameux tokens ERC20 qui viennent du monde Ethereum. Donc ce mot tokenisé vient de ça. En réalité, si on suit les mêmes protocoles techniques, historiquement, les émissions obligataires sont déjà représentées sous forme d'unités élémentaires qui sont achetées et vendues, donc d'une certaine manière, ce sont déjà des jetons ou des tokens. Donc là-dessus, on est juste en train de reprendre un nouveau vocabulaire de manière à parler, pour être un peu cryptique dans le monde de la crypto. Mais donc ça c'est pour l'aspect vocabulaire. Mais quel est l'intérêt de les représenter en dehors finalement de la convention juridique qui consiste à les mettre dans les mains d'un acteur central? Ça nous permet de ne pas avoir un acteur justement central qui nous charge des frais de service, des frais de conservation pour ces données que l'on met finalement dans une blockchain, puisque cette blockchain va gérer ces données de façon naturelle, décentralisée et sans fournisseur particulier. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça va nous apporter une transparence sur les activités qui vont être tenues sur cette obligation, et donc de pouvoir faire d'avoir une piste d'audit sur les achats et les ventes qui ont eu lieu, même si l'identité des acquéreurs ou des vendeurs est ce que l'on appelle pseudonyme, c'est-à-dire uniquement représenté par des identifiants numériques et pas par leur nom. Ensuite, ça nous apporte une instantanéité dans la transaction. Donc une blockchain fonctionne par la création régulière de blocs. Ces blocs représentent la modification d'un titre de propriété, par exemple, contiennent des actions qui représentent la modification d'un titre de propriété, et du coup, soit elles sont dans le bloc et donc
dans la nouvelle version de la blockchain, soit elles n'y sont pas. Et donc on a un transfert immédiat de la propriété où le transfert n'a pas eu lieu. C'est du tout ou rien. Et donc cette exécution instantanée finalement du transfert de propriété, irréversible, même si évidemment elles peuvent être revendues au propriétaire précédent, nous donne une nouvelle façon d'exécuter des transferts sans avoir besoin de transmettre une instruction de transfert, d'attendre que cette instruction soit traitée, d'obtenir la confirmation qu'elle soit traitée et que les deux parties ensuite vérifient que effectivement ça a bien été traité suivant l'instruction qui a été donnée. Tout cela par l'aspect transparence et l'aspect, on va dire, d'accès public aux données de la blockchain nous permettent de réduire toutes ces étapes-là. Donc ça nous apporte de la vitesse d'exécution, de la transparence et de la sécurité parce que le système et la modification du système ne peut se faire que par les agents autorisés et il ne peut pas y avoir de doute finalement sur le risque que des employés du prestataire qui fournit la conservation fassent des malversations. D'accord ? On n'a pas ce risque-là puisqu'il n'y a pas de fournisseur, il n'y a pas d'employé. D'accord ? Donc ça, c'est quand même important aussi en termes de sécurité. On n'a pas de risque opérationnel de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un certain nombre d'avantages. On en est encore au balbutiement de ce qu'on appelle la tokenisation donc des produits financiers et des obligations en particulier. Il reste encore beaucoup de chemin à faire, en particulier dans le fait de convaincre les institutions de venir investir pour connecter leur système historique dans cette nouvelle infrastructure. Donc ça, c'est un effort à faire parce que nous sommes sur une technologie, je le disais tout à l'heure, de la télécommunication et comme dans tout système de télécommunication, il y a un effet réseau à obtenir. C'est comme si on n'était que 3 sur WhatsApp, on aura vite fait le tour des gens avec qui on peut parler sur WhatsApp. Si on n'avait pas la possibilité d'espérer que tout le monde rejoigne WhatsApp à un moment donné, qu'on ait cet effet réseau, WhatsApp n'aurait pas beaucoup de valeur. Donc évidemment, je peux prendre Twitter, c'est pareil. Je peux prendre évidemment les mécaniques de téléphone mobile, etc. Donc tant qu'on n'a pas cet effet réseau et qu'il n'y a pas suffisamment de participants sur ce réseau qui partagent le même standard et les mêmes modalités de fonctionnement, on n'a pas ce bénéfice à venir sur ce réseau. Donc il y a un peu un travail au départ de conviction, d'explication, d'évangélisation, de manière à ce que les gens se disent oui, c'est un modèle qui a du sens et c'est un modèle sur lequel il faut qu'on rentre parce que tôt ou tard, ce sera l'environnement dans lequel les choses vont se passer. Voilà. Donc, les bénéfices, aujourd'hui, ils n'existent pas. Les bénéfices existeront quand on aura atteint l'effet réseau. Mais c'est les premiers arrivés qui auront la meilleure place demain. Donc, à bon entendeur. Alors, en effet, on a, grâce au modèle Sobond, développé une capacité à faire une émission obligataire en blockchain. Mais comme notre objectif, c'était de faire une émission de green bond, c'est-à-dire une émission obligataire dont l'argent qui est obtenu par la vente de cette obligation par l'émetteur, qui d'ailleurs, je peux le révéler aujourd'hui, est la Banque européenne d'investissement, puisque l'opération a eu lieu lundi dernier. Cet argent sert à financer des projets de transition climatique ou de soutien à des projets d'énergie renouvelable ou des activités de cette nature-là. Et il était illusoire de faire une émission obligataire dans une blockchain qui n'aurait pas été compatible avec la notion même de conscience climatique. Alors, le débat est complexe et date depuis longtemps entre les impacts climatiques des réseaux de type Bitcoin ou Ethereum avant le merge. Bien entendu,
il est évident qu'une plateforme avec un protocole de type Proof of Stake est 99,9% moins énergétique que le Proof of Work, et on aurait pu considérer que c'était suffisant et acceptable. Néanmoins, on a voulu démontrer qu'on pouvait aller plus loin que simplement utiliser les blockchains disponibles. Et on est parti du constat qu'une blockchain fonctionne par un effet de compétition entre les acteurs qui font tourner l'infrastructure informatique, et ils sont en compétition pour gagner des tokens natifs, que sont l'Ether dans Ethereum, et qui, dans notre cas, sont un token natif à la blockchain du Proof of Climate Awareness. Et du coup, on a changé les règles de la compétition. Vous savez que dans le Bitcoin, dans la Proof of Work, la compétition, c'est la quantité de calcul que l'on doit mettre pour réussir à fabriquer un bloc. Et donc forcément, cette compétition sur la quantité de calcul fait que vous en mettez de plus en plus, vous investissez sur des fameux calculateurs de hash, et forcément, vous consommez de l'électricité pour alimenter tout ça. Et donc, ça a un effet pervers sur l'impact, à minima, sur l'impact en consommation énergétique et sur le fait de devoir produire de l'énergie juste pour calculer des haches. Donc sur le Proof of Climate Awareness, on a changé la règle du jeu, et au lieu d'avoir une compétition sur la quantité de calcul, on a une compétition sur la qualité de l'empreinte environnementale du système informatique qui fait tourner le réseau blockchain. Donc, plus l'empreinte environnementale du nœud va être de bonne qualité, et plus le nœud va gagner des tokens natifs, qu'on appelle le Climate Awareness Coin, CRC. La méthodologie avec laquelle l'empreinte environnementale d'un nœud est évaluée est quelque chose de véritablement sophistiqué, mais normalisé, et s'appuyant sur des standards. D'ailleurs, les standards ISO 14040 et 44. Cette approche consiste à prendre une analyse sur l'ensemble du cycle de vie du matériel informatique pour en fait être très honnête sur la façon dont le produit informatique a été fabriqué et son recyclage. Donc en fait, le Life Cycle Assessment regarde de l'extraction des matières premières qui ont servi à la fabrication du matériel informatique, du CPU, du disque dur, des cartes réseau, de l'emballage, etc. La fabrication en elle-même, l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer, pour assembler, etc. Le transport avec l'impact d'énergie consommée, etc. L'installation et l'usage, évidemment. Pendant l'usage, il y a forcément une consommation électrique, la consommation des data centers sur le refroidissement et tous les éléments qui vont autour, et puis le recyclage. Si le produit est bien recyclé, on a d'une certaine manière un impact environnemental qui va être amélioré parce qu'il y a une réutilisation des matières premières qui font partie de l'équipement. Mais on va aussi regarder les impacts environnementaux sur plusieurs indicateurs. Alors évidemment, habituellement, on a tendance à regarder uniquement les productions de gaz à effet de serre, les fameux équivalents CO2 ou l'impact carbone. Et c'est effectivement le plus gros élément, le plus gros indicateur sur l'impact environnemental, mais il y en a en fait une dizaine d'autres. Alors on s'est limité aux 4 principaux, que sont l'émission de gaz à effet de serre, la consommation en eau et en particulier la pollution de l'eau, la consommation en énergie primaire et l'extraction des matières premières, en particulier les ressources rares, les métaux rares et les terres rares et ces éléments-là. Au moins avec ces 4 principaux indicateurs, on a une meilleure visibilité et moins de risques d'arbitrage entre des composants qui sont peut-être très peu consommateurs d'électricité, mais qui auraient été fabriqués avec des matériaux extrêmement rares et du coup qui rendraient la production de ce type de matériaux non soutenable sur la durée. Et donc prendre l'ensemble de ces paramètres nous permet d'avoir une visibilité sur l'impact environnemental qui est beaucoup plus cohérent. Donc avec tous ces éléments-là et avec des bases de données qui sont celles de l'Agence pour l'énergie, l'ADEME, pour l'énergie et pour l'écologie,
on a la capacité d'évaluer donc sur tout l'ensemble du matériel informatique, d'ailleurs qu'il soit dans vos propres data centers ou bien en cloud, d'évaluer l'impact environnemental. Cet impact environnemental, il va être évalué par des auditeurs autonomes et indépendants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évidemment demander à l'opérateur du nœud de s'auto-déclarer en disant j'ai fait mon calcul, voilà mon empreinte environnementale. Comme il y a des tokens à la clé, on ne va pas lui faire confiance par défaut. Et donc il faut qu'il y ait un auditeur autonome et indépendant qui certifie qu'il a fait l'audit du système et qu'il a appliqué la formule qui est décrite rapidement précédemment, qui est aussi dans le white paper, et qui viendra lui-même, avec sa propre clé privée, inscrire dans la blockchain cette évaluation. Donc chacun des nœuds va recevoir donc une note, une empreinte environnementale. L'ensemble des nœuds sont ensuite classés, alors automatiquement par les mécanismes de smart contract, ils sont classés, et plus vous êtes plus basse est votre empreinte environnementale, donc plus vous êtes classé haut dans le palmarès si vous voulez, meilleure va être la rémunération quand vous créez un bloc. Et donc forcément vous allez avoir l'intention d'augmenter la rémunération de votre nœud pour produire des tokens, pour produire davantage de tokens et donc avoir une capacité de revente supérieure. Et du coup, vous allez chercher des solutions pour avoir une empreinte environnementale plus basse que celle de votre voisin. Et vous allez rentrer en compétition avec les autres. Et comme les opérateurs de nœuds qui font tourner ces systèmes informatiques sont publiquement connus, que l'impact environnemental de chacun des nœuds est publiquement connu dans la blockchain, que tout ça est affiché de façon complètement transparente, les gens peuvent se regarder, se comparer et regarder comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur dispositif. Et normalement, ça doit créer une émulation. Alors on en est au début, il faut être très modeste. Cette technologie, cette approche, elle est nouvelle, on est en train de la tester, on l'a mise en place aujourd'hui autour de 4 nœuds seulement. Il y en a 2 qui tournent chez Cassib, 2 qui tournent chez notre confrère bancaire suédois SEB. Et on invite du coup tous les acteurs industriels, bancaires, mais aussi les corporates qui souhaiteraient venir travailler dans cet écosystème-là à rentrer et à candidater sur le fait de participer à ce réseau. Alors, du coup, les nœuds qui veulent participer doivent venir poser candidature par rapport aux nœuds existants. Et pour devenir un nœud participant, il faut d'abord avoir fait faire son audit par un auditeur autonome et indépendant. Et ensuite, il faut être approuvé par la majorité plus 1 des nœuds existants. Donc si on a 4 nœuds, c'est au minimum 3 nœuds qui doivent valider. Si on est 5 nœuds, c'est 3 nœuds aussi. Si on est 6 nœuds, il en faut au minimum 4, etc. etc. Donc ça, c'est un mécanisme, on va dire, de vote et d'acceptation des candidats qui est décentralisé. D'accord ? On n'a pas de gouvernance centrale ou d'acteur central qui vient décider sous forme d'un conseil de... un conseil de ministres qui vient décider qui entre et qui entre pas. D'accord ? Il faut que le candidat à l'entrée vienne convaincre les participants existants qu'il est, d'une certaine façon, digne de participer à ce réseau. Alors, quels vont être les critères ? Chacun va pouvoir définir ses propres critères, puisque chacun décide, quand je dis chacun, c'est chaque nœud existant, décide ce qu'il va accepter et ce qu'il ne va pas accepter. Mais l'idée générale, c'est que ce réseau reste géré par des personnes responsables, des entreprises d'ailleurs, pas des particuliers. Et surtout des entreprises qui seraient dans un écosystème, on va dire juridique, compatible avec les entreprises qui veulent faire des activités sur cette blockchain. Donc il est peu probable qu'on laisse entrer des acteurs qui soient des acteurs qui opèrent dans des pays sous sanctions, par exemple. Alors, je ne veux pas faire de politique, mais c'est simplement que si on veut faire du business sur un réseau blockchain
mais qu'on a des acteurs qui sont des acteurs qui travaillent dans des pays sous sanctions, on se retrouve mal à l'aise en termes de banque en particulier pour travailler sur ce système-là. Donc en fait, on veut avoir un champ opérationnel, un espace opérationnel qui soit respectueux de nos règles juridiques et de nos réglementations. Sinon, on est mal à l'aise. Et ce malaise, si vous voulez, c'est ce que l'on connaît, c'est ce que l'on a quand on veut aller sur des blockchains publiques de type Ethereum, de type Tezos ou de type Polygon, etc. Et donc, ça nous apporte ça quand même, déjà de pouvoir choisir qui sont les acteurs, sans pour autant avoir une gouvernance de type consortium centralisé. Ça, c'est un élément qui est important. Ça, c'est la gouvernance des opérateurs de blockchain. Maintenant, on a la gouvernance des auditeurs. Donc, n'importe quel acteur qui est en capacité de faire un audit sur la base du standard des systèmes informatiques d'un opérateur de nœud peut venir de la même manière candidater pour devenir un auditeur. Et il doit de la même manière se faire accepter par la majorité des nœuds existants. Et ensuite, il va être en compétition avec les autres auditeurs pour avoir des mandats d'audit. D'accord ? Aujourd'hui, on a travaillé initialement avec la Société Générale de Surveillance, que je salue, qui ont accepté de jouer le jeu de cette première version de cette innovation. Mais voilà, on invite d'autres opérateurs d'audit de Green IT, si vous voulez, à venir s'intéresser au projet et à venir proposer leurs services aux nœuds. Les audits doivent se faire à minima une fois par an. Donc il y a un petit business quand même à développer autour de cet écosystème-là. Ensuite, pour ce qui est de la modification des règles dans ce consensus, parce que nul n'est parfait du premier coup, il est très probable qu'on ait des modifications à apporter, toute modification doit passer par une proposition de modification. À l'instar de ce qui se fait dans le monde Ethereum, il y aura des Improvement Proposals. Dans Ethereum, ça s'appelle des EIP, on connaît. Bon, chez nous, ça va s'appeler des Climate Awareness IP. Une grande invention. Et donc, en revanche, la décision pour accepter ou pas une proposition se fait de manière décentralisée de la même manière. Contrairement au mécanisme Ethereum où c'est plutôt les développeurs qui vont prendre une décision, là on est plus proche de la mécanique de décision de Tezos avec une gouvernance décentralisée des prises de décision. Et donc c'est dans la blockchain que va se prendre la décision d'accepter ou pas une modification. Donc à partir du moment où la modification est prête à être proposée, il y a 3 mois pendant lesquels on n'a pas le droit de voter, pendant lesquels les gens doivent soit promouvoir l'idée, en discuter, en débattre, etc. Donc on ne peut pas voter dans cette période-là. Et ensuite, il y a 1 mois seulement pendant lequel on peut voter. Donc les votes s'accumulent évidemment. Uniquement les opérateurs de nœuds et les auditeurs peuvent voter, c'est pas n'importe qui. Donc c'est un nœud, un vote. C'est pas à la quantité de tokens. Ce qui nous donne une approche probablement plus démocratique que les mécaniques d'organisations qui votent sur la quantité financière finalement détenue. Et puis, en fonction de la décision globale de la communauté, s'il y a plus de pour, la proposition est adoptée et doit être implémentée. Alors c'est une vaste question. Il y a ce que l'on peut prévoir, ou en tout cas décrire les forces en présence, et puis il y a ce que je souhaiterais. Donc on va commencer par l'analyse un petit peu factuelle, et puis pour l'instant en se limitant au monde des émissions obligataires tokenisées, parce que je ne vais pas parler de l'écosystème blockchain d'une façon générale avec toutes les blockchains qui sont là, le monde des cryptos, le monde des NFT, c'est pas vraiment le domaine sur lequel je suis le plus expert, donc je vais laisser ça de côté. Je vais déjà essayer de positionner le débat et les forces en présence sur le monde de la blockchain, on va dire pour les grandes entreprises, dans le monde des produits financiers en particulier, puisqu'on est une banque.
Les forces en présence, c'est d'une part un certain nombre, enfin l'ensemble de la communauté financière qui se dit que la blockchain est une technologie qui apporte quelque chose et il faut réussir à exploiter ce quelque chose. On dit souvent la blockchain est une solution qui cherche encore son problème. Certains disent ça. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé la killer app de la blockchain, on dit ça aussi. Et donc on a dans les forces en présence des gens qui disent ok, il faut utiliser de la blockchain, on verra plus tard, on fait des DLT, mais on va garder les modèles économiques, les modèles d'affaires existants et on va rester dans notre rôle. Je pense par exemple aux dépositaires centraux des obligations, les Euroclear et les Clearstream de ce monde, qui se disent bon, on a un rôle de conservation pour l'ensemble de la communauté des assets. Ces gens-là veulent des assets tokenisés, donc on va leur donner des systèmes informatiques tokenisés, mais on va être en charge. On va rester dans ce rôle-là. Et on va garder notre business model, et tout ça fonctionne très bien comme ça, donc il n'y a pas vraiment de raison de bouleverser le modèle d'affaires. Et puis, alors, il y a toutes les personnes qui gravitent autour, il y a les custodians, etc. Et chacun voit les choses d'une certaine manière. Ensuite, on a un certain nombre d'acteurs qui vont regarder ce système, cet écosystème, et qui vont se dire « Oh, les réglementations sont quand même assez dures, on ne va pas commencer à mettre ça dans des blockchains ouvertes publiques parce qu'on va avoir tout un problème de secret bancaire, etc. Donc on va faire finalement des systèmes blockchain, mais dont on contrôle la totalité du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est de la blockchain? C'est un débat. Et puis on a, on va dire, ceux qui sont plus on pourrait les classer comme des believers, hein, si vous voulez, dans le monde de la compréhension de la signification de la blockchain, qui est de dire c'est un système informatique partagé sans fournisseur, voilà, et qui a du coup cette propriété de transparence, cette propriété d'absence de censure, en tout cas de ne pas avoir d'intermédiaire qui peut appliquer une censure sur les opérations, qui n'empêche pas d'être responsable juridiquement de ce que l'on fait sur cette blockchain, qui sont plutôt en train d'essayer de développer du coup des modèles d'affaires qui sont différents et qui remettent en cause un certain nombre de rôles chez des acteurs qui sont bien établis et qui forcément se retrouvent en position un peu de challenger les modèles existants. Qui va gagner, c'est difficile à dire. Parce que les forces en présence vont beaucoup dépendre des clients, de la valeur ajoutée qu'on apporte à ces clients, qui sont dans le monde des émissions obligataires, les émetteurs qui cherchent à lever de l'argent et les investisseurs qui cherchent à placer leur argent. Ces gens-là ne sont pas après la technologie. Ils ne sont pas nécessairement à la recherche d'une décentralisation. Ils sont à la recherche de la maximisation de leur métier, qui est, pour les émetteurs, lever de l'argent au taux d'intérêt le plus bas possible, avec une garantie d'obtenir des investisseurs. Et côté investisseur, la capacité d'investir l'argent avec le taux de risque le plus faible possible, avec le meilleur rendement, si je schématise. Donc, d'une certaine manière, tant que l'offre et les solutions technologiques sont là pour répondre à ce problème-là, très bien. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter d'autre? La vitesse d'exécution, les charges opérationnelles qui sont dans l'exécution et les risques opérationnels qui sont liés à ça, la blockchain peut apporter des choses. Est-ce qu'on peut atteindre ces fruits tout de suite? Encore une fois, non, tant qu'on n'a pas atteint l'effet réseau. Voilà. Donc tout ça, on est encore un peu trop tôt pour être capable de dire comment la balance entre les deux mondes, le monde plutôt des DLT plutôt centralisé, plutôt blockchain privé, et le monde plutôt, on va dire, qui adopte le modèle blockchain décentralisé, comment
oui, comment les arguments vont être apportés aux uns et aux autres et comment les clients de ce monde-là vont basculer d'un côté ou de l'autre. C'est difficile à dire. Donc ça, c'est plutôt sur l'analyse des faits et des forces en présence. Est-ce que j'ai une prédiction à faire? Elle n'engage que moi. Je préviens, elle n'engage pas nécessairement mon employeur et on pourrait avoir à changer de stratégie. Mais à date, on est dans cette logique de se dire s'il faut travailler sur la blockchain, c'est pour trouver comment cette technologie peut disrupter les modèles d'affaires. Et donc, on est dans cette logique de capturons le vrai modèle de la blockchain, c'est-à-dire ce système décentralisé sans fournisseur intermédiaire, qui règle un certain nombre de problèmes malgré ce que certains croient. Donc on investit là-dessus. Et comment on fait ça pour essayer d'avancer? Eh bien, on est dans cette logique de partager nos modèles, de finalement permettre à d'autres de rentrer dans notre réseau, de ne pas être un réseau fermé, pour ne pas se retrouver à 3 dans WhatsApp, tout simplement, pour réussir à créer, on pourrait appeler ça le WhatsApp de l'émission obligataire, d'accord? Si vous êtes compatible avec Sobond, eh bien vous pouvez émettre en sachant que vos investisseurs pourront l'acheter. Et les investisseurs qui savent opérer des produits qui sont sous Sobond vont pouvoir acheter n'importe quel produit qui est émis dans ce standard-là, d'accord? Et comme dans WhatsApp, vous pouvez faire vos SMS WhatsApp à tous ceux qui ont WhatsApp. Voilà. Mais effectivement, si vous êtes sur WhatsApp et que votre collègue il est sur Telegram, eh ben, vous lui passez un coup de fil à l'ancienne. C'est un peu ça. Donc, effectivement, on est plutôt vers la recherche de la convergence et la recherche de la coopération pour créer des standards de marché et ne pas, au contraire, créer une plateforme centralisée, propriétaire, qui obligerait les autres à se connecter chez nous. Voilà. Donc, c'est vraiment une problématique philosophique et une problématique de stratégie de positionnement. Et encore une fois, là, j'exprime ma vision des choses. Notre vision au Crédit Agricole pourrait changer si jamais les forces en présence nous feraient réaliser que ce n'est pas une stratégie qui est gagnante. Voilà. À un moment donné, il faut qu'on serve nos clients, il faut qu'on les serve bien, il faut qu'on soit positionné là où nos clients nous attendent. Et donc, on est encore à ce stade dans un modèle de recherche et de développement, dans un modèle expérimental, même si c'est des transactions réelles que l'on fait. Et donc, on va travailler dans cette direction-là jusqu'à ce que les signaux nous donnent raison ou tort. Alors, c'est une question compliquée. Est-ce que j'ai besoin de recruter aujourd'hui dans mes équipes? La réponse est oui. On a besoin de gens motivés et de gens qui connaissent le monde et de la finance et de la blockchain pour faire se développer ces modèles économiques. Est-ce que je recrute aujourd'hui? La réponse est non, à l'instant où l'on filme cette vidéo. Mais dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, j'espère qu'on sera en mesure de le faire, parce que ça dépend évidemment de notre capacité de financement, de capacité à lancer des projets et à financer ces projets. On est quand même dans une économie du rendement. Il faut que les deniers investis soient investis pour des bonnes raisons. Donc tout ça, c'est tout à fait raisonnable. Et quel type de poste on aura besoin? Donc effectivement, des gens qui connaissent le monde de la finance et le monde de la blockchain. Donc on va avoir besoin de gens qui ont travaillé dans les opérations obligataires, que ça soit du middle ou du back-office, mais qui connaissent bien les process, qui connaissent bien surtout les relations interbancaires, parce qu'il faut faire établir des standards entre les acteurs, entre les donc, interbancaires, intercustodian, CSD, broker, exchange, tout ce monde-là, donc sur la partie opérationnelle, donc des profils de type business analyst ou des choses comme ça, et puis on va avoir besoin de développeurs informatiques sur l'ensemble de la gamme, donc évidemment du smart contract, mais finalement pas tant que ça, c'est pas là qu'on a la plus grosse charge de travail, parce que ce qu'on a besoin de faire, c'est plutôt du développement d'outils back-office
qui s'intègre le plus possible dans notre système, dans notre écosystème d'outils informatiques et d'outils back-office pour les équipes opérationnelles qui traitent ces opérations-là. Et donc d'avoir un maximum d'automatisation finalement entre ce qui se passe dans nos systèmes internes et ce qui se passe dans la blockchain. Il faut voir la blockchain comme encore une fois, comme un réseau de communication. Et du coup, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'interfacer nos écrans et nos outils back-office avec ce nouveau moyen de communication. C'est un petit peu comme savoir se réinterfacer au réseau Swift, mais au lieu de s'interfacer à Swift, on veut s'interfacer à une blockchain qui est autre chose que Swift. Je ne fais pas un parallèle complètement. Donc on va avoir besoin de tout ça. Et puis on a besoin de compétences juridiques. On a besoin de gens qui comprennent les réglementations, les limites, les possibilités, qui savent interpréter les textes, qui savent évaluer les risques juridiques par rapport aux différentes solutions et qui savent expliquer aux équipes qui gèrent les projets, au management, le niveau de risque. Très compliqué. On a un peu tendance à avoir une vision manichéenne des risques juridiques, alors que je pense que c'est un peu plus souple que ça. Il faut être un peu plus souple que ça. En fait, on veut des innovateurs du juridique. Je ne sais pas s'il y en a. Voilà un peu les profils qui seraient merveilleux et qui voudraient nous rejoindre, ou qui voudraient d'ailleurs, je vais être un petit peu plus ouvert que ça, parce que qui voudraient contribuer au modèle Sobond. D'accord ? On peut très bien, dans ces profils-là, participer à la contribution open source du modèle Sobond, soit sur l'ensemble de ces axes-là. Voilà. Donc on veut aussi avoir un développement d'une communauté autour de ces modèles-là. Rien ne nous appartient en propre au Crédit Agricole CIB. On a construit ça avec la banque suédoise SEB, que ça soit aussi bien le protocole du Proof of Climate Awareness ou le protocole Sobond. On a tout mis en open source. Donc d'une certaine manière, ça n'appartient ni à CACIB ni à SEB, ça appartient à la communauté. Et il appartient évidemment à la communauté de vouloir s'en emparer et le faire développer. Alors évidemment avec CACIB et SEB qui vont continuer à contribuer, puisque l'on a une opération qui fonctionne dessus pour au moins 2 ans, on va vouloir le faire vivre. Donc voilà, appel à candidature. Une des difficultés que toutes les activités de produits tokenisés ont, c'est la problématique de ce qu'on appelle du settlement en anglais, c'est-à-dire le règlement, c'est-à-dire le paiement du produit financier. Aujourd'hui, cette mécanique, en dehors de la blockchain, elle est gérée justement par ces acteurs centraux qui, d'un côté, garantissent le transfert du titre financier contre le transfert du cash, en même temps, puisqu'ils ont le contrôle des opérations. Donc ils peuvent réaliser ce qu'on appelle un DVP, un Delivery versus Paiement. Je livre les titres contre le paiement. La blockchain promet d'être en capacité de faire ce DVP directement dans la blockchain, donc de façon atomique, de façon tout ou rien, et de façon instantanée, donc sans intermédiaire. C'est technologiquement possible, on sait le faire. La problématique, c'est que la monnaie n'est pas un produit comme les autres. Il a une réglementation à part. Et le mettre dans la blockchain, c'est pas si simple, d'accord ? Il y a plusieurs propositions aujourd'hui sur le marché, en particulier les stablecoins. Mais ces stablecoins, ils ont une problématique importante, c'est que pour leur garantir leur valeur, il faut qu'il y ait l'équivalent en cash réel déposé dans une banque. Et cet argent n'a pas le droit d'être touché. Et donc on crée un problème pour les banques parce que cet argent, comme il ne peut pas être touché, il ne peut pas être investi. Souvenez-vous, le rôle d'une banque, c'est de prendre des dépôts d'un côté de ceux qui ont trop d'argent pour le prêter à ceux qui en ont besoin. Et le rôle de la banque, c'est de prendre le risque au milieu. D'accord ? C'est fondamentalement, ce que j'expliquais au début, le rôle de la banque. Et donc là, avec un stablecoin, on ne peut pas utiliser le cash qui est déposé. D'accord ? Donc ça nous pose un problème à grande échelle. À petite échelle, ça peut le faire, mais à grande échelle, ça ne va pas. Il y a d'autres problèmes avec les stablecoins, c'est que si vous avez un stablecoin fait par une banque et un stablecoin fait par une autre banque, même si c'est dans la même devise, vous ne pouvez pas les additionner. D'accord ? Donc vous ne pouvez pas dire j'en ai 5 à droite, 5 à gauche, j'en ai pas 10 en fait, j'en ai 5 à droite, 5 à gauche. D'accord ? C'est pas fongible de ce point de vue-là. Et donc ça ne va pas complètement.
Alors il y a le futur et les promesses des monnaies digitales de banque centrale wholesale, comme on dit, de gros. Je ne vais pas développer parce que c'est aujourd'hui un sujet un peu futur et puis c'est pas de la monnaie que nos clients peuvent manipuler puisque c'est de la monnaie qui est plutôt limitée à l'usage des institutions financières. Et donc on a plutôt dans nos cartons et dans nos projets de développer un modèle de monnaie qui est basé sur le concept suivant, c'est de rappeler que la blockchain c'est un système informatique, avant tout. D'accord ? On ne parle pas de crypto, on parle de système informatique décentralisé, mais de système informatique. Donc aujourd'hui, les comptes en banque de nos clients, on les gère dans des systèmes informatiques. C'est de la monnaie. C'est de la monnaie de banque commerciale, mais c'est de la monnaie. C'est-à-dire que l'argent que nos clients déposent dans leur compte, c'est de l'argent que la banque gère pour eux et qui va servir à la banque pour financer l'économie. Eh bien, si on dit que le système informatique dans lequel on gère ces comptes en banque, il est dans la blockchain, ou il utilise la technologie blockchain, à ce moment-là, on a des comptes en banque dans la blockchain. Et donc, on peut interfacer ces comptes en banque qui vont prendre la forme de smart contracts avec les smart contracts qui gèrent les registres des titres et réaliser ce DVP directement dans la blockchain et avoir cette atomicité de la transaction de livraison du titre contre le paiement, le fameux DVP, sans pour autant remettre en cause la nature même de la monnaie. C'est-à-dire qu'on a toujours des comptes en banque. C'est la même nature et c'est la même responsabilité pour les banques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer, de proposer à d'autres banques de tester et d'adopter ce modèle. Parce qu'encore une fois, on est dans un modèle interbancaire. Si vous avez un compte en banque et que j'ai un compte en banque dans une autre banque, il faut bien qu'on puisse se faire des transferts quand même, et donc que nos banques acceptent de se parler dans le même protocole. D'accord ? Donc c'est ce qu'il faut qu'on arrive à monter. On a un prototype là-dessus, et donc encore une fois, sur ce domaine-là, on voudra tout mettre en mode open source et en partager, puisque c'est simplement en travaillant tous ensemble qu'on arrivera à faire émerger des modèles communs. Voilà, j'espère que ça nous aura donné suffisamment de matière pour réfléchir et travailler ensemble dans le futur. Merci beaucoup.